presque un peu plus. Alors, la question, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais les algorithmes d'IA, jamais on m'a prédit un nouvel alliage avec de l'IA. Et ça, c'est pas scientifique comme terme. C'est un sentiment, et puis on peut se tromper. Donc on s'est dit, tiens, on va peut-être quand même regarder ça de plus près, donc on a fait ça avec le lauréat. Et on a eu la démonstration scientifique de notre intuition, elle est arrivée cet été. Parce qu'il y a eu un super article qui a été publié en mai 2023, où des gens ont fait du calcul systématique de DFT, avec une précision qu'ils estiment à 75%, des 650 000 alliages possibles, équimolaires, avec 40 éléments. Ils ont tout calculé. Et là, ils trouvent que seuls 5% de ces 650 000 alliages, qui représentent quand même 30 000, sont des alliages de haute entropie. Le reste va former des alliages polyphasiques, enfin, multiphasiques. Et nous, notre dataset, il y avait 75% d'HEA. Et seulement 25%, et puis j'ai déjà 1600 alliages, donc on a quand même plusieurs ordres de grandeur de différence. Et puis avec une surreprésentation d'un certain nombre d'éléments, le fer, le manganèse, parce que c'est les premiers alliages qu'on a trouvés. Et donc on a trouvé les premiers alliages, on a un peu incrémenté, et donc ça a généré dans notre dataset des surreprésentations de certains éléments, et des surreprésentations dans l'espace des paramètres. Et donc, juste pour vous donner quelques chiffres, ici on a fait de l'IA sur ce dataset. On a appris sur un dataset qui n'avait que 5% d'alliage de haute entropie. Et bien les codes, ils sortent 95% d'accuracy. C'est normal, ils disent rien n'est un HEA. Rien n'est un HEA. Quand 95% n'est pas un HEA, il avait un minimum 95% de taux de succès. Il faut toujours lire ce taux de succès par rapport à la répartition des éléments dans votre dataset. Alors, quand on apprend sur le dataset expérimental, qui contient 75% de HEA et qui fait que 1600 alliages, on était un peu au-dessus des 75%. On a tenu 90% parce que les codes étaient quand même un petit peu élaborés. Mais cela dit, quand on a fait la manip inverse, c'est-à-dire qu'on a essayé d'apprendre sur un dataset, ici, et puis de prédire l'autre, et vice-versa, voilà, c'est une catastrophe. Ça ne prédit rien. Donc en fait, ça démontre bien l'importance, en fait, c'est bête, hein, mais c'est pas fait, l'importance d'avoir un jeu de données qui est bien réparti. Donc ça, c'est pas possible aujourd'hui. Et donc l'autre problème, donc déjà, on n'a pas les bonnes répartitions entre succès et échec. À la limite, quand on a un gros dataset, c'est pas forcément un problème. Il suffit de prendre les 30 000 qui ont marché, et on sélectionne au hasard les 30 000 qui n'ont pas marché, et ça, à la limite, on peut s'en sortir. Ce qui est plus embêtant, par contre, c'est qu'il y avait également une mauvaise répartition des alliages dans l'espace des paramètres. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant. Parce qu'en fait, encore une fois, je vous ai parlé des règles de Hume-Rothery, de dire il faut limiter la différence de rayons atomiques, il faut limiter la différence d'électronégativité, il faut avoir de l'isovalence. Donc, si vous êtes expérimentateur, qu'est-ce que vous faites pour découvrir un matériau? Vous allez prendre des matériaux qui ont le même rayon, des rayons proches, des électronégativités proches, etc. Donc ça a généré une surreprésentation que vous voyez ici d'alliages qui ont des faibles différences d'électronégativité ici, de fait de rayons atomiques ou de valence. Ici, vous avez les succès, en fait, qui sont sur cette gaussienne-là, et puis les échecs qui sont là. Puis en fait, la réalité, si je prenais des alliages au hasard, ce serait la courbe bleue. Et en réalité, ça a des énormes impacts sur la performance de vos codes d'IA, parce que c'est les mauvaises données que vous rentrez. Voilà. Donc du coup, si vous avez un mauvais dataset, eh ben, vous allez partir... on va le faire avec ciao. Voilà. Donc c'est vraiment un énorme problème de l'IA, c'est les données. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on en est dans l'exploration de cette constellation des HEA. On a posé le pied sur la Lune, donc il reste encore un petit peu de travail à faire. Alors comment continuer cette exploration des HEA et le faire rapidement? Je vais essayer de tenir les 2 minutes. Eh bien, on a besoin d'expérience. Ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose à mettre dans la tête des gens. Alors, je pense qu'ici, je parle à une auditoire convaincue, mais il faut relayer ce message-là. Il ne faut pas se dire que l'IA va, on va dire, mettre au chômage les expérimentateurs. Elle va leur accélérer leur travail, les rendre plus efficaces, ça c'est vrai. Mais ils auront toujours besoin de données. Il ne faut jamais oublier qu'on travaille avec des données chères, ça prend du temps, et donc du coup, c'est vraiment important de bien sélectionner ces manips. Et donc bien sélectionner ces manips, ça veut dire déjà couvrir l'espace des paramètres, avoir vraiment une vraie dispersion des paramètres, qui correspond à l'ensemble de l'espace, en tout cas à la distribution de l'ensemble de l'espace.
Et puis aussi, quitte à faire des manips, quitte à investir, et bien autant commencer dès le début avec des matériaux qui sont durables. Et donc là, je reboucle par rapport au début de ma présentation, pour vous montrer, et là je vais manger les 2 minutes, je suis désolé, la petite vidéo de l'interface qu'on a créée. Donc ici, vous pouvez créer un composé. Là, vous avez différentes données, les empreintes carbone, le risque en approvisionnement, et puis surtout, ça j'aime bien, c'est la taille maximale du marché que vous allez pouvoir atteindre. Donc, par exemple, là j'ai mis ruthénium, iridium, platine, osmium. Vous allez pouvoir produire à peu près 1 tonne de ce matériau. Parce que l'osmium, il n'y en a pas. C'est très très rare. Donc après, vous pouvez tracer un certain nombre de grandeurs, les risques ESG, sur les 30 000 alliages qui ont été prédits comme étant HEA. D'accord? Et vous pouvez comparer ce matériau, le matériau que j'ai créé, je ne sais pas s'il existe, j'ai juste créé, mais c'est avant, ça c'est ce qui doit se faire avant d'aller acheter du ruthénium, de l'osmium, du platine, du rhodium, qui coûte très très cher. Donc voilà, vous pouvez placer ici votre alliage par rapport aux autres et comprendre comment il se passe. Puis ensuite, vous pouvez avoir effectivement des classements, vous pouvez créer un dataset de la taille que vous voulez, et vous allez avoir par exemple les éléments. Donc effectivement, les matériaux, les HEA les plus durables, ça va être du fer, du nickel, du vanadium, du zinc, de l'alu, du manganèse. Et puis les pires, c'est avec de l'osmium, du rhodium, les platinoïdes de manière générale. Voilà, donc ça, c'est un outil qu'on a créé pour effectivement aider les expérimentateurs. Parce qu'effectivement, sinon on va mettre beaucoup d'énergie. Là, c'est toujours l'exemple que je dis, c'est voilà, on va mettre beaucoup d'énergie, puis hop, on va créer le matériau, hop, la voiture part, on est tout content, on publie notre grand papier, et puis badaboum, oui, je t'avais bien dit Dupont, mettre de l'osmium dans un matériau de structure n'était pas une bonne idée, et pourtant on y avait mis beaucoup d'argent. Voilà, donc effectivement, voilà, pour ça les textes ne sont pas bergers. Voilà. Et donc là, un message d'espoir, c'est que on a exploré que 6 familles de HEA sur les 465 les plus durables. Donc il reste beaucoup de travail, et c'est quand même un vrai motif d'espoir ça c'est un travail expérimental qu'il faut faire. Peut-être qu'on ne sera pas obligé d'aller faire les 465, parce que l'IA nous aidera à en faire peut-être un petit peu moins, mais se dire qu'avec les 6 qu'on a fait, on va prédire les 465 autres, ça, je n'achète pas. Et puis enfin, le dernier point que je voulais aborder pour la minute qui me reste, c'est qu'il faut toujours dimensionner le matériau qu'on cherche à la demande qu'on vise. Ça paraît être un principe de bon sens, mais c'est pareil, ça n'a pas été fait. Si on veut substituer, par exemple, 100 tonnes de platine, ce qui va manquer, on a établi un score de durabilité, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails comment on a fait, mais je serais ravi de répondre aux questions. On a identifié que 15 000 alliages de haute entropie sont des candidats potentiels. Il suffirait qu'il y en ait 0,1% qui ait des propriétés catalytiques intéressantes pour pouvoir substituer le platine et avoir un gain sur les empreintes CO2, sur les risques d'approvisionnement, etc. En revanche, si on parle de matériaux de structure, il n'y en a que 12 qui peuvent substituer 15% de l'acier inoxydable, qui ne représente que 3% lui-même de toute la production d'acier. Là, vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle, vous voyez bien que ça va craquer quelque part. Donc voilà quelques éléments pour un petit peu voir comment peuvent se lier les considérations de durabilité, les considérations d'intelligence artificielle et les considérations de sciences des matériaux. Donc oui, la transition énergétique digitale va être très dépendante des métaux. Le recyclage et la réduction, on va dire, de la surconsommation, c'est important. Ça a des effets, mais ce n'est pas des baguettes magiques. Il faut découvrir des nouveaux matériaux pour substituer les plus critiques et les plus polluants. L'IA, c'est un accélérateur pour ça. Et si vous n'avez pas le bon dataset, ça ne vous donnera rien. Et puis surtout, il faut arrêter, il faut dépasser en fait le paradigme simple d'évaluer les matériaux coût-performance. M. Bréchet a parlé des aspects industriels, mais je pense que même en amont de ça, avant que ça arrive à l'industrie, il y a aussi des moyens d'évaluer déjà des solutions qui n'ont aucun avenir sans même venir lui poser la question. Parce que voilà, l'osmium, c'est pas un matériau qui a vocation à être utilisé dans les matériaux de mass market. Voilà, donc on ne fait jamais rien seul, et donc je tiens toujours à remercier les nombreux collègues avec qui on travaille à travers de l'Europe sur ces projets-là, qui sont en France, en Slovénie, en Serbie, en Turquie, au Maroc, en Australie. Et donc n'hésitez pas à nous suivre, on a une page sur LinkedIn. Le logiciel que je vous ai montré, on le sortira à la publication de notre article, que j'espère, en janvier 2024. On fait un podcast aussi que vous pourrez suivre, avec on interviewe des gens sur les métaux critiques. Et il y aura des cours, il y aura aussi des actions de formation continue.
Voilà, n'hésitez pas à scanner le QR code ou aller sur le lien ici pour nous suivre. Le projet s'appelle Heroes, H-E-R-A-W. Merci beaucoup, monsieur Nominé. Est-ce qu'il y a une question? Une seule? Deux? Ah, une, déjà. On sera à 19h43, donc deux, ça va. Une seule, j'ai dit. Ce que vous appelez matériaux d'autotropie, ce n'est pas tout simplement des solutions solides. Exactement. D'autre part, comment avec n'importe quel, avec des matériaux qui sont un peu sur la gauche, vous allez remplacer les matériaux, les métaux les plus électronégatifs qui sont juste à côté. Alors, il y a un effet, on va dire, qui peut être synergétique de la haute entropie. Par exemple, en prenant l'alliage de haute entropie, on va dire le plus classique, fer, manganèse, cobalt, nickel, il nous manque un chrome. On arrive à voir que ces matériaux n'ont pas des propriétés catalytiques fantastiques, mais on arrive à voir qu'il y a l'effet de la solution solide est supérieur à la moyenne des propriétés catalytiques des matériaux pris individuellement. Donc il y a un effet de la haute entropie, mais aujourd'hui, il n'est pas compris, il faut se rendre compte que la première nanoparticule d'alliage de haute entropie, c'est 2018. C'est vraiment extrêmement récent, et aujourd'hui, les mécanismes fondamentaux qu'il y a derrière, ils ne sont pas compris. Et ce que j'ai expliqué, tout comme ils ne sont pas compris dans l'optique linéaire, malgré quelques découvertes qu'on a fait récemment. Donc aujourd'hui, la question est ouverte, elle mérite vraiment d'être... Il faut explorer le concept. Et peut-être qu'il mènera à rien dans certains domaines, et peut-être que dans d'autres, on aura vraiment un matériau de substitution. Mais je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse absolue sur ce sujet, c'est vraiment de la recherche en cours. Merci, monsieur Nominé. On va arrêter là, parce que c'est 18h, et vous savez que nous avons le bus, et monsieur Nominé a un train à prendre dans des délais relativement Mon quatrième métier de papa m'attend aussi. Donc, merci beaucoup, monsieur Nominé.